chers amis entrepreneurs, chers avionneurs, chers aviateurs, chers hélicoptères, chers fabricants de pales d'hélicoptères, chers fabricants de tôles avec la petite couche en dessous pour l'humidité qui n'est pas les gouttes qui ruissellent dessus, et fabricants aussi de tôles transparentes pour avoir des puits de lumière dans nos bâtiments, les amis. J'espère que vous allez bien. Dédicace à tous les gens enfermés, dédicace aux tôlards, dédicace à ceux qui nous regardent depuis les cellules, celui voilà, qui ont envie de se réinsérer, qui ont envie de se dire bah écoute, dès qu'on sort, là on va essayer de faire les choses droites. On va essayer d'être carré un petit peu, ça suffit. Voilà. Donc je dédicace à tout le monde, les amis, aux chômeurs, aux tuffeurs, aux gens qui vivent dans les camions, aux gens qui vivent peut-être dans la station internationale, dans l'ISS, voilà. Peut-être qu'ils regardent mes vidéos, qui sait. Il y a un monde où c'est pas impossible, tu vois. Ils disent ah mais il y a un youtubeur qui est passionné d'aéronautique qui s'appelle Amixem. Oui mais je crois que dans la même ville à côté, il y a un autre, bon il est un peu plus gogol. Hein. Mais ça se trouve l'autre, ça se trouve il y a Thomas Pesquet, il est comme ça, en gravité, tu sais, dans le bordel. Et il est là en train avec les gouttes d'eau, tu sais qu'il est. Et puis il regarde, il dit oh putain la boiserie, t'as vu là, j'ai acheté un nouvel avion. Ça se trouve. Il y a un monde où c'est possible. Moi, je connais Big Flo et Oli. On s'est déjà écrit. Eux, ils le connaissent bien. C'est pas impossible que l'autre se dise tu l'as vu, ce gogol là. Donc, en tout cas, les amis, aujourd'hui, c'est une petite vidéo sur la chaîne secondaire en détente. Hein. Bon, on n'est pas là pour être stressé, les gars, je vous le dis. Ça, c'est pour les autres. Hein. Petite vidéo pour vous expliquer pourquoi. Alors, je sais que c'est quand même des sujets un peu qui fâchent parce que l'avion, c'est cher, parce que l'avion, ça pollue, parce que Lucien, il a changé, parce que machin. On s'en fout. À partir du moment où je fais une chaîne business, évidemment que Lucien, il a changé. Évidemment que je suis en train de vous présenter de la fiscalité, des choses comme ça pour ceux qui aiment l'entreprise, qui aiment le côté entrepreneurial, etc. Il n'y a aucun flex là-dedans. Je pense, je pourrais être bien meilleur dans ce que je fais si j'étais moins con. Mais en même temps, moi, je suis là pour kiffer, les gars. Je suis là pour kiffer, je suis pas là pour avoir une vie de famille, tu vois. Et Mathéo, ferme ta gueule, va faire tes leçons, ton père il fait rien parce qu'il a pas de coup de cul. Je veux pas ça. Moi, je veux vivre avec ma daronne à la campagne, le reste... Et donc voilà, donc évidemment il y a des gens qui vont dire ah ouais, non, c'est quand même pas comme un TDS, mais on s'en fout frère, c'est le kiff, c'est le principal. Est-ce que la mentalité a changé? Pourquoi je fais ces vidéos là? Peut-être que ça va pas servir à grand monde parce qu'il y a peut-être pas grand monde qui va acheter exactement le même avion que celui-là, mais c'est pas la question, c'est à une échelle différente. Tu peux enlever un zéro, tu peux enlever 2 zéros, et quand je vous parle d'un truc à 100 €, c'est la même chose sur l'autre. C'est plutôt ce genre de vidéo, c'est plutôt histoire d'expliquer pourquoi, le pourquoi du comment. Et il y a aussi peut-être des gens qui ont envie de faire de l'avion par travail, par kiff. Moi, quand je présente un truc, il n'y a pas une morale dans le fond. J'ai 30 ans, je profite. Ça marche, tant mieux. Demain, ça marche plus. Demain, il y a une galère. Demain, il y a un problème de santé. Je viens de perdre ma cousine qui avait 26 ans, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est quelqu'un que je voyais plus depuis un moment, mais ça reste ma cousine avec qui j'ai grandi, avec qui j'ai passé mes dimanches à déballer la GameCube, à jouer à Mario Kart. C'est ma petite cousine, quoi. Tu vois, c'est ma, voilà, chier, quoi. Donc, faut arrêter de croire que parce qu'il y a Internet, parce qu'il y a quelque chose, on a une morale en mode regardez, moi j'ai un avion, regarde, j'ai plus de dents. Non. Et moi, je pense à ma petite cousine qui bouffait la vie à pleines dents, qui se tue parce qu'elle tombe dans le port et parce qu'elle elle voit pas le trou, elle met le pied, elle tombe. Tu vois l'horreur. Elle sortait du taf, quoi. L'horreur. Et donc la vie, elle est courte, la vie est trop courte, et c'est vrai que je m'en rends compte depuis que j'ai 28, 29, 30 ans là. Je me rends compte qu'en fait, c'est bien de travailler beaucoup et parce que moi j'ai quand même eu une époque qui est toujours un petit peu le cas quand même, hein, mais où tu vois, on est dans notre truc. C'est-à-dire on sort pas, on va pas en boîte, on est à fond dans le travail, dans les machins, dans les milieux, quitte à mettre un peu la famille, les trucs, les amis de côté, c'est vrai. Et donc ça aussi, c'est un peu important, je pense, d'en parler. Et c'est quand d'un seul coup, t'as un proche qui décède. D'un seul coup, t'en as un qui subit une addiction. D'un seul coup, t'en as un qui devient handicapé. Et je me rends compte de ces choses-là, tardivement peut-être. D'un autre côté, je m'en suis pas trop rendu compte, parce que les 10 dernières années sont passées à une vitesse pas possible. Pourquoi? Parce qu'on kiffe. Parce que j'ai cette chance incroyable de kiffer, les gars. Je suis là en train de vous faire une vidéo. Vous imaginez, je gagne ma vie à vous faire une vidéo. Je suis posé sur mon avion, qui est déjà remplacé par le prochain, qui est là aussi. Je kiffe, quoi. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est du travail, oui, mais c'est pas vraiment du travail. On s'amuse. On aime ce qu'on fait, on essaye de transmettre des choses. Alors, il y a une partie des gens qui peuvent pas me supporter, qui m'aiment pas, comme Carole, qui a dit que je lui avais foncé dessus avec ma Rolls-Royce. Vous vous rendez compte? Il a dégainé sa caméra et a filmé en train de m'intimider en m'insultant. Pas du tout, Carole. Et voilà, j'ai pris un sens interdit, je te représente mes excuses. Voilà, j'ai pas fait exprès, cette rue a changé, c'est devenu un sens interdit, je savais pas. Mais j'ai pas voulu t'écraser avec ma voiture, on était arrêtés, Carole. La fenêtre était ouverte, on parlait. Enfin bon, voilà, si tu veux, il y a des choses comme ça. Parce que je pense qu'il y a vraiment pas mal de gens qui se disent dans le fond, oui, mais regarde, on s'en fout, il sait très bien que personne va acheter des avions comme ça. Donc il fait une vidéo et c'est juste pour montrer qu'il a des trucs et tout. Non, les gars, qu'est-ce qu'on a à foutre? Je peux couler mes boîtes, je peux couler mes trucs, je peux couler une douille.
le filet de bave comme ça, en train de me dire ah ouais, ça vole mieux que cet avion-là, ça, frère. Tu vois. Les gars qui coulent des douilles, expliquez-moi pourquoi quand ils ont le bang, tu vois, ils ont le bang comme ça. Et avec le briquet, ils tapent. Pourquoi ils font ça? Ils partent doucement, donc ça, le temps que la fumée monte. Et quand ça vient, là, il augmente la dépression. Comme ça. T'as pas coulé un bang dans ta vie? Non. Bien sûr. Genre moi. Bang et Olucène. Incroyable. Bon les potes, avant de continuer cette petite vidéo du Seigneur, ce n'est pas un placement de produit, c'est simplement pour vous dire qu'à la fin de la vidéo, je vais vous parler de quel est mon montage optimal pour la voiture, pour le gars qui veut se faire un kiff sur un truc un peu exceptionnel, un petit peu pas ordinaire, mais aussi simplement le gars qui veut acheter une voiture de fonction, acheter une voiture plaisir, etc. Je vais vous donner mes petits conseils de blaireau à la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Et donc en gros voilà quoi, il n'y a pas de flex les gars. Aujourd'hui il n'y a rien, les cartes sont pas jouées du tout, hein. Je vous le dis. Surtout que moi je suis un gogol. Je gagne 3 €, j'en réinvestis 4 dans un projet qui a coulé ou dans un truc comme ça. Donc oui, là on a racheté une usine, là on a fêté il y a pas longtemps, je vous en parlerai du coup sur cette chaîne aussi. Parce qu'on a racheté une marque de chaussures au tribunal, ça c'était la première fois qu'on faisait ça. Et on va essayer de relancer cette marque, on va essayer de faire des trucs cool, on va essayer de faire un truc, c'est vraiment une marque qui avait plein d'éthiques, tout l'inverse de moi évidemment. Moi les seuls tics que j'ai frère, c'est ceux que les chiens ont sous les pattes. Mais c'est intéressant, je suis content en tant qu'entrepreneur amateur de se lancer dans le rachat d'une société, d'essayer de comprendre les mécaniques et tout ça. Enfin bon, peu importe. L'idée aujourd'hui, les amis, c'était de vous expliquer pourquoi ces petits avions-là, ils peuvent me servir, comment j'ai fait pour les acheter, pourquoi je les ai achetés et c'est quoi le projet. J'ai fait plein de petits trucs d'avion, je vous ai montré plein de trucs. Et puis après, je me suis dit, bah, j'ai envie de passer, on va dire, à l'étape au-dessus en avion. Il n'y a plus de limite de place. Et passer vraiment le gros permis aviation. Et vous avez vu derrière moi, j'ai trouvé mon nouveau jouet, les amis. Et juste avant, je voulais le faire sur ma chaîne principale, mais je me suis dit pourquoi pas le faire là. On va comparer les moteurs. Et donc la morale de cette vidéo, c'est quand même de dire, bah il y a du plaisir, comment on arrive à mélanger le plaisir, le kiff, le travail et tout ça. En fait, moi j'ai par un monteur qui s'appelle toujours, d'ailleurs il est pas décédé, il s'appelle Damien. Il m'a dit mais gros on devrait faire de l'ULM, il y a un truc à côté du château et tout, viens on essaye. Et puis j'ai dit bah vas-y vendu, moi ça me plaît, viens on essaye gros. On essaye, ça me plaît évidemment. Qu'en fait, lui, il va me devoir de la thune, parce que franchement, vu le fric que je fous là-dedans, Damien, tes idées pourries derrière un ordinateur, gros, ça suffit. Et donc, on part sur ça, et puis je commence à réfléchir et tout, puis je fais de l'ULM, je kiffe de ouf, et puis je me dis, putain, mais franchement, est-ce qu'avec un petit avion comme ça, je peux aller à des rendez-vous? Est-ce que je peux voler de jour, de nuit? Et en fait, je commence à comprendre, je me rends compte que je mets les pieds dans un monde qui est ultra compliqué, mais en fait, je me rends compte de deux choses. Il y a deux mondes. Il y a celui des passionnés où t'as pas forcément besoin d'être riche. Et ça vraiment j'étais étonné. Moi je pensais à partir du moment qu'il y a un truc qui décolle avec un humain dedans, pour moi il fallait être milliardaire. Je pensais même pas pouvoir arriver ici parce que je m'étais dit les budgets ça doit être démesuré et tout. Et en fait j'ai plein d'abonnés d'ailleurs en regardant mes vidéos qui m'ont dit mais mec j'ai passé mon PPL. Alors là vous êtes chaud quand même. Ceux qui regardent mes vidéos qui passent direct le PPL c'est le permis pour les gros avions. Déjà vous êtes chaud. Et j'ai des abonnés qui sont blindés bande de fumier. Parce que j'en ai, me dit salut Lucien, regarde j'ai acheté mon avion. Je dis t'es sérieux frère? Voilà l'avion que t'as acheté? T'es sérieux? Il y en a des qui me disent oh regarde Lucien, je me suis mis à l'hélico comme toi et tout, ça m'a trop donné envie tes vidéos, je me suis acheté un hélicoptère un peu comme le tien. En fait il existe le R44 comme le mien, mais il y a aussi le R22. C'est la même chose, il est un peu plus petit mais il a deux places. Et c'est génial, un R22, j'ai déjà piloté ça, c'est un putain d'hélico. Et je dis mais gros mais t'es sérieux gros? Genre t'as regardé une vidéo, t'as eu une idée, t'as acheté un hélico toi. Et c'est vraiment comme dans les boutiques éphémères, hein. Boutique éphémère gros, t'as des abonnés, ils arrivent, ils ont une voiture sans permis, avec un autocollant en boiserie, et à côté t'as une Aventador SVJ Roadster avec un autocollant en boiserie, une 812 Superfast, il y en a un qui vient en tracteur, tu vois, l'autre il vient en jet, il y a vraiment de tout, et c'est vrai, c'est ça qui est cool. Moi ma communauté c'est vraiment, les gens ils pensent que les gens d'internet c'est de 1 an à 17 ans, après c'est plus les gens d'internet. Mais moi ma communauté, il y a plein de darons qui me présentent à leur fils. Et alors c'est beaucoup plus des mecs, hein. Moi j'ai entre 90 et 95% de mecs qui regardent ce que je fais, mais ça fait quand même sur 2 millions, ça fait quand même un paquet de gonzesses. Et c'est pas pour me déplaire, ça je vais pas te le mentir. Et donc c'est 25-35 la moyenne d'âge. Je vous parle vraiment YouTube, Insta, c'est vraiment les gens qui me regardent. 25-35 et la moyenne d'âge d'après c'est 35-65. Tu vois, c'est même pas... Et après les 35-65, c'est la tranche qui va faire 17-25 ans. Donc c'est plutôt des gens qui ont mon âge, voire plus, qui regardent. Et donc voilà, et donc je me renseigne, je fais de l'avion, etc. Et puis là je me dis, bah si je veux m'en acheter un, autant que je me prenne un truc qui va un peu vite, comme ça je peux aller à des rendez-vous. Et là commence à rentrer le délire de la fiscalité. Parce que je me dis, bah...
Est-ce que je peux l'acheter avec ma société, vu qu'il va me servir pour ma société? Comment ça se passe? Et là, tu rentres dans plein de choses possibles. Tu rentres dans la possibilité d'avoir un avion à titre perso que tu vas louer à ton entreprise, mais il faut demander. Ça, tu peux pas, comment te dire, faire un truc un peu à l'arrache. Ça, c'est important aussi. Pour ça, je vous dis ça, les potes, parce que ça change tout le jour d'un contrôle fiscal. Et moi, j'ai de l'expérience en contrôle fiscal. En fait, il y a un truc qui est vachement important et intéressant à savoir, c'est que vaut mieux demander à l'administration. Et vu que j'ai des contrôles fiscaux réguliers, il y a des fois on dit attendez, mais ces gens-là on les paye, ils sont payés avec nos impôts, pourquoi ne pas leur demander à eux directement, vu que c'est un contrôleur. Donc moi j'y étais au culot, j'ai carrément demandé à des contrôleurs fiscaux de leur dire les gars, bonjour, écoutez, j'espère que je vous dérange pas, est-ce que vous pouvez répondre à une question sur laquelle on botte en touche, je sais plus comment on dit. Je voudrais savoir si je fais de l'avion, mais je vais m'en servir à peut-être 80% à titre professionnel, puis de temps en temps je vais aller faire un tour avec la mère de mes 2 enfants, avec ma mère, à moi, avec voilà, et je vais aller faire un peu de perso, mais sachant que la grosse majorité de l'utilisation ça sera pour mes vidéos YouTube, pour aller à des rendez-vous, pour aller faire des déplacements, comment on peut le faire? Et là ils m'ont dit c'est au même titre qu'une voiture, ils nous ont répondu, on a fait valider ça par un avocat fiscaliste quand même, quelqu'un qui est assermenté, qui a mis son tampon, et tout ça c'est important quand vous faites quelque chose dans une entreprise, surtout quand c'est un peu border. Par exemple, je sais pas, moi je pense à un boulanger qui va se dire moi je t'avoue que je suis dans le cadre du développement de ma boulangerie, j'ai envie de peut-être potentiellement de faire des franchises. Dans une boulangerie, aujourd'hui, tu as le droit d'avoir un véhicule professionnel, mais il faut que ce soit un utilitaire, un véhicule pro, carte grise VP. Donc si tu commences à prendre VT, un véhicule de tourisme, je crois que c'est comme ça que ça se met sur les cartes grises, en cas de contrôle fiscal, on peut te reprocher un abus de bien social. Parce que tu vas abuser de l'argent de la boîte pour acheter une voiture qui n'est pas directement destinée à développer le chiffre d'affaires. C'est comme ça qu'ils vont te dire. Soit tu as assez d'argent, parce que de toute façon, il y a le maître mot là-dedans, c'est ça, tu as la trésor, tu vas pouvoir peut-être te constituer une holding, une maison mère, qui va détenir la boulangerie, mais qui va détenir une nouvelle société, SAS, qui va être un garage. Un garage qui, elle, peut acheter des voitures. L'avantage d'un garage, c'est que tu peux acheter des voitures avec des déclarations d'achat et de revente. Il ne faut pas que ce soit c'est comme le salariat déguisé. Tu peux pas prendre des gens qui travaillent qu'en prestation de service pour ton entreprise et qui n'ont que toi en client. Et on te reprochera tous les salaires fois 80% d'amende. Donc c'est une catastrophe. Ça, faites bien gaffe avec ça. Quand vous travaillez, et c'est à vous, c'est à la personne qui dirige l'entreprise de s'assurer que le freelance avec qui vous travaillez, ou la personne qui a une micro-société, de s'assurer qu'il a bien d'autres clients. Donc moi, ça m'est déjà arrivé de dire à des freelances, écoute gros, est-ce que tu peux me présenter une facture de quelqu'un d'autre en cas de contrôle fiscal? Moi au moins je suis pas, tu vois. Et donc c'est bien important de le faire, surtout quand vous êtes contrôlé. Et donc ce fameux boulanger qui s'achète une GT2RS, en général si tu as l'argent d'acheter une GT2RS, tu vas pouvoir faire, comme je disais, une holding qui va détenir la boulangerie, qui va prendre des participations à la boulangerie et qui va créer une autre SAS qui sera une société de garage avec de l'achat-revente de véhicules de luxe. Donc là, tu as des délais légaux dans lesquels tu pourras acheter et revendre tous les 3 ans à peu près. En gros, je vous explique en gros, les amis, en fonction du contexte, en fonction des entreprises, en fonction de ceci, en fonction de cela, tout peut changer. Évidemment, il faut tout adapter à vous. Tout doit être validé par un avocat fiscaliste, par tout ça. Mais c'est pour vous expliquer un peu les grandes lignes. Le mec un boulanger qui peut faire ça, il peut très bien avoir une GT2RS qui sera détenue par le garage, qui lui-même, le garage, sera détenu par la holding. Et du coup, c'est tout à fait légal parce que l'argent de la boulangerie remonte dans la holding redistribue au garage des liquidités. Ces liquidités permettent d'acheter la GT2RS et avec sa boulangerie, plus 2 cabis qu'il a créés, la holding et la SAS garage, ça lui a coûté 2 immatriculations de société, on va dire à peu près 2000 €, et il a sa GT2RS sans manquer d'aller en tôle parce qu'il a simplement profité de son argent qu'il a généré lui-même. Et ça, c'est quand même vachement important. Il y a beaucoup de gens qui tapent sur la France, qui disent oui, la France c'est un pays pourri, on peut plus rien faire. Alors, je pense qu'il faut juste essayer d'être un petit peu finaux et de dire oui, c'est vrai que l'imposition elle fait mal à la tête, machin. Mais il y a un moment donné, il y a quand même pas mal de choses à faire. Il faut juste essayer d'aller loin dans la démarche. Mais attention, je te dis ça, je suis devant mon avion qui vaut je sais pas combien. C'est facile de dire ça quand je fais ça. L'entrepreneur qui galère, évidemment qu'il est un peu dégoûté de notre pays avec les charges, les trucs. Quand tu vois à quoi sert l'argent, je comprends que les mecs ils pètent les plombs. Évidemment. L'idée c'est de vous dire, dans un cas comme ça, voilà comment faire. Et donc c'est pour ça que moi je voulais bien valider qu'un garage pouvait être propriétaire d'un avion. Et donc on a monté un truc différent. C'est pour acheter cet avion, j'ai monté une petite boîte. Petite boîte, dans l'immatriculation et dans les codes enregistrés sur le cabis, j'ai mis évidemment que c'était une boîte qui pouvait faire de la location. Donc mon idée, c'est de louer cet avion également. Parce que vu que c'est des budgets quand même importants, je vais pouvoir louer pour des chefs d'entreprise mon avion. Donc à moi de le mettre chez un broker ou alors de connaître des pilotes qui sont très à l'aise sur cette machine, parce que c'est quand même un avion un peu particulier. C'est des avions qui peuvent aller haut, qui peuvent aller loin, mais tu peux pas mettre 6 bonhommes de 100 kg dedans plus tous les pleins.
Si tu mets 6 costauds dedans, tu peux pas partir avec le plein dans les ailes. Enfin, il y a plein de choses à savoir. Donc c'est pas juste un avion classique, tu mets de l'essence, tu montes dedans, tu te casses. Il est assez spécifique et il faut faire gaffe. Donc ça c'est important. Moi j'ai acheté cet avion, donc moi mon groupe de société, j'ai toutes mes petites boîtes, ma holding, la maison mère, et j'ai créé une société garage et qui a la possibilité dans le cabis de faire de l'aéronautique. Cette société-là, moi pour être tout à fait transparent puis vous expliquer, cette société-là elle détient mon hélico, mon avion et tout ça. Et moi je vais me facturer l'utilisation réelle personnelle. C'est-à-dire je vais mettre à peu près, je sais pas moi, 20% de 15%, 20% de l'utilisation à titre perso, parce que c'est vraiment la réalité. Et tout le temps, mon hélico, il me sert à aller à des rendez-vous, mes avions, mes trucs. Puis de temps en temps, il y a aussi du kiff. Mais vu que je travaille tout le temps et que mon travail, c'est du kiff, c'est des fois dur de faire la différence, tu vois. On part faire une vidéo, mais en même temps, je prends du plaisir. Excusez-moi, je suis désolé de kiffer mon taf. Et donc là, ce que je fais, les amis, c'est que je défais le capot moteur parce que j'avais quand même envie de vous montrer le bloc pour comparer les avions entre mon petit coucou, que j'adore, et celui-ci, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes motorisations et c'est impressionnant de voir les tailles, de voir les différences de poids, etc. Donc je finis de décapoter tout ça, les amis, et on se retrouve pour la suite. Les amis, petite pause dans cette vidéo aéronautique pour aller faire une petite pub au château. Les amis, c'est le moment de la publicité, désolé, c'est obligé. Comment tu veux que j'achète des avions s'il n'y a pas de pub? Les amis, c'est les soldes sur ce petit site internet laboiserie.fr. Toute la petite collection du Seigneur, actuelle les amis, est en remise. Petite solde du Seigneur. Donc si vous avez besoin de vous faire un petit kiff, les amis, c'est le moment. On joue vraiment le jeu, c'est vraiment la collection actuelle, c'est pas les fonds de tiroir. Les fonds de tiroir, ça c'est des trucs qu'on donne toute l'année, on fait kiffer des associations, on essaie de faire kiffer plein de monde en envoyant des t-shirts gratos, en les donnant à nos proches, aux gens, etc. Donc ça, les fonds de tiroir, on sait déjà comment faire. Mais la collection actuelle, tous les ans, c'est cool de faire des soldes et de faire un truc un petit peu comme tout le monde, mais en jouant vraiment le jeu avec des vraies remises. Si vous avez envie de faire un petit cadeau, les amis, tous les autocollants, tous les petits goodies ou tous les vêtements de la collection, ils sont tous dispo, les gars. Il y a même, vous pouvez même avoir Ludo là-bas. On vous le met aussi dans un colis si vous voulez. Pas très cher. C'est un gros colis. Et on mettra une palette dessus pour pas que le carton il pète en dessous. Les amis, c'est sur notre petit site là-boiserie.fr si vous voulez en profiter. Retour à cette petite vidéo. Bon les amis, je vais pas rester 15 000 ans pour vous parler de la partie technique, mais j'ai envie. Alors laissez-moi vous donner plein de petites infos. Ensuite, on parlera du reste de ce que j'avais déjà entamé comme discussion. Là, vous avez un magnifique petit moteur Rotax. Rotax, c'est vraiment genre le numéro 1 dans l'ULM. Et maintenant, ça se démocratise dans les avions certifiés légers. Donc là, vous avez un petit 4 cylindres à plat, vous voyez, c'est comme un petit flat de Porsche. Donc un petit 4 cylindres à plat, avec le réducteur, l'hélice, tout le bordel. Et donc c'est vraiment un petit flat 4, 1200 cm3, ça fait 100 chevaux. On est sur un petit moteur qui est bien avancé parce que vu que c'est un avion performant, le centre de gravité il est déterminé aussi par ce bâtimoteur en fait. Tu vois toute cette poutre là qui est en châssis là, tubulaire, qui tient le bloc devant et qui est relié par des gros cylindres blocs au moteur. Et donc là, tu as toute la mécanique de ce fameux petit avion. Puis après, toute la fibre, toutes les pièces en carbone et tout, qui vont faire les capots. Mais c'est vraiment de la mécanique. C'est la même chose à une échelle plus grosse, vous allez voir. Mais c'est vraiment ces genres de petits moteurs qui sont vachement éprouvés, vachement fiables. Ça consomme que dalle. Et c'est pour revenir à la discussion que j'avais au début de la vidéo. C'est quand même de l'aviation où tu peux kiffer sans te ruiner, parce que moi je vois des gars ici qui ont des salaires normaux, qui gagnent pas 10 000 balles par mois, qui ont des salaires complètement classiques, et qui vont s'acheter un ULM, 25 000 euros par exemple, ça il y en a, hein, et des bons petits trucs à 25 000 balles en plus, hein. À 25 000 balles, ou même 50 000 euros ou 40 000 euros, ils se mettent à 4 potes dessus, ils s'envoient 10 000 euros de budget, le permis ULM il vaut 2 000 euros, 2 500 euros, et ils s'envoient 10 000 chacun, donc les 4 mecs, les 4 potes, ils mettent 12 000 balles, et ils volent à tour de rôle sur un ULM, et tu peux même le faire avec un seul ami. Tu t'achètes un truc à deux, tu passes le permis, et tu kiffes, tu peux aller à des rendez-vous, tu peux aller en vacances avec ta femme, Enfin, c'est vraiment génial, quoi. Et c'est vraiment pas cher, ça bouffe 12 litres à l'heure. Et donc là, tu peux voler pour moins cher qu'une Clio 3 1,5 litre DCI. C'est une Clio 3 1,5 litre DCI, ça consomme rien, tu vois, ça consomme 4 litres et demi. Bah ça, avec 12 litres à l'heure, tu fais 250 km, hein, un truc comme ça. Donc en ligne droite, donc t'imagines, t'es beaucoup plus rentable qu'une Clio DCI. Et en plus de ça, tu kiffes. Et tu vas plus vite quand tu veux aller quelque part. Donc c'est vraiment génial. En plus, en France, il y a des aérodromes tous les 30 minutes. Quand t'es en l'air, toutes les 10 minutes, t'as un aérodrome. C'est une dinguerie, hein. On a vraiment un pays quand même qui est rempli d'aérodromes, d'aéroports, donc c'est une chance. Et aujourd'hui, en plus, l'ULM se démocratise, l'ULM devient vraiment du petit avion. Donc avant, les ULM n'étaient pas acceptés dans les aéroports. Maintenant, pratiquement tous les aéroports acceptent que tu viennes te poser en ULM. Et tu peux kiffer de dingue pour le prix de rouler en motocross, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est quand même une super passion, je trouve. Mais ça reste du plaisir, t'as quand même certaines contraintes, hein. L'ULM ne sera jamais certifié pour le vol de nuit. Tu peux partir à l'étranger. Il faut faire une petite formation qui s'appelle le FL 55. C'est une qualif en anglais. Et une fois que tu as cette qualif en anglais, tu peux partir dans plein de pays limitrophes et kiffer. Donc ça, c'est quand même un énorme avantage, l'ULM. Il y a plein de chaînes YouTube d'ULM en France. Il y a 15 000 à peu près utilisateurs. Il y a 15 000 personnes qui volent et qui sont licenciées
ULM en France. Et il y a des chaînes comme la Gazette de l'ULM, l'Appel du Rotax. De toute façon, quand vous regardez ces chaînes-là, vous allez tomber sur les autres. Et il y a pas mal de chaînes YouTube où les gens ils sont passionnés, ils te font rêver. Il y a un couple que j'ai rencontré qui s'appelle Laura et je sais plus comment il s'appelle le monsieur, qui sont adorables. Je regarde toutes leurs vidéos, ils sont passionnés, ils kiffent l'ULM. Voilà, franchement ça fait trop plaisir. Et du coup bah moi j'attends ces vidéos avec impatience. Et ceux qui veulent se renseigner, mais c'est vraiment intéressant parce qu'ils vous expliquent tout, ils font plein d'essais de trucs différents, ils vous parlent de budget, donc ça vaut vraiment le coup pour ceux qui ont envie de kiffer. Mais en tout cas, faut garder dans la tête que c'est vraiment possible de kiffer pour pas cher quoi. Et c'est même plus rentable sur le long terme d'acheter un ULM un peu vieux à 15-20 000 euros plutôt que parce que la location ça va vite être cher à l'heure de la machine, mais c'est vraiment il y a vraiment moyen de se faire kiffer pour aller voler. Et j'ai rencontré des abonnés ce week-end à Starfobar aussi qui m'ont dit mais moi je fais du paramoteur, donc tu sais c'est la voile comme un parachute mais avec l'hélice dans le dos. Et ça c'est encore un autre délire et ça apparemment c'est super, j'ai jamais fait. Et puis il y a aussi un truc que j'aimerais bien faire, c'est de l'autogire. Donc ça ressemble moitié à un hélicoptère mais t'as comme une hélice qui te pousse au cul. Enfin il y a plein de trucs vraiment intéressants et kiffants. Là on voit donc le petit moteur, vous avez vu la baie moteur qui est costaud avec le petit moteur au milieu dans mon ULM. Et là on arrive dans une mécanique qui est un peu plus poussée. Et là on a l'impression d'avoir un moteur de char d'assaut. Et là tout de suite la chose qui choque, c'est qu'on voit que le moteur est complètement neuf. Tu vois, les ailettes, elles sont pas... Il n'y a aucune rayure. On voit les carters sont neufs, les petites bagues, les boulons. En fait, c'est parce que ce moteur-là a été changé. C'est un avion qui a 650 heures. 650 heures pour un avion de voyage, en vrai, c'est pas beaucoup. C'est pas rien non plus, mais c'est pas beaucoup. Et depuis qu'il est neuf, hein, donc il a que 650 heures. Et les consommations d'huile étaient un tout petit peu élevées. Et le propriétaire il n'y a pas beaucoup de propriétaires comme moi en fait, normalement des trucs comme ça, souvent c'est des mecs blindés tu vois, enfin je sais pas comment vous expliquer. C'est des mecs vraiment, tu sais c'est des gros patrons qui ont plein de boîtes et tout. Les mecs ils ont pas le temps tu vois. Et donc le mec il a dit m'en fous, change-moi le bloc, consomme un peu trop d'huile mais tu sais vraiment léger. Tu sais je sais pas, c'est les joints de queue de soupape, il y a un truc, tu vois, c'est pas méchant, tu vois, tu fais une révision. L'autre il a dit un moteur complet. Hop, tu me changes le bloc là, c'est bon. Donc le mec il a posé 150 000 euros et il a mis un moteur neuf. Et donc là vous avez le même moteur que dans mon hélico, c'est un moteur Lycoming. Donc tout à l'heure c'était un Rotax. Oh non, j'adore, j'avais pas vu le crochet pour sortir le bloc du châssis. Regarde, t'as les deux anneaux là, au treuil. Et donc en fait sur mon petit ULM, c'est Rotax, donc qui fait des moteurs de motoneige, qui fait des moteurs d'avion, on fait plein de trucs Rotax. Moteur de buggy, dans nos buggy de la mort, c'est les moteurs Rotax. Et dans cet avion-là, c'est Lycoming, donc c'est vraiment un fabricant de blocs plutôt aviation. Et donc là, vous avez un 6 cylindres à plat, vous voyez les gros cylindres là. Et donc là, on passe de 1,2 litre comparé au petit avion. Là, on est à 9 litres de cylindrée, donc là, ça commence à causer. Hein. T'imagines 9 litres. Pourtant, une Lamborghini Aventador V12, ça fait 6 litres 5. T'imagines, là, on a 9 litres. C'est dingue. Et donc, c'est vraiment le même moteur, le même carter et tout. Sauf que sur l'hélico, il fait 260 chevaux atmosphériques. Et là, ici, il fait 350 chevaux, mais il est biturbo. Alors, les turbos, ils servent surtout pour maintenir la puissance à très haute altitude, parce qu'il y a un changement de densité d'air et tout ça. Donc, tu dois... Ça va donner moins d'énergie au moteur, l'air elle est moins intéressante pour le moteur. Donc tu vas pallier en changeant la géométrie des turbos et en les ouvrant à différents moments. Alors que sur une voiture, c'est calculé soit dans le calculateur, soit par une géométrie variable. Les turbos, ils vont souffler quand il faut jusqu'à un certain nombre de tours minutes. Là pour un avion, c'est un peu différent parce qu'une fois que tu t'es mis à un certain nombre de tours minutes, en général t'y restes. Mais il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en compte. La pression d'admission, le pas variable de l'hélice et la mixture aussi, c'est ça, tu vas venir tout adapter, le mélange et tout ça. Donc quand tu montes, tu viens changer la mixture et la richesse pour adapter avec l'air qui est moins intéressante. Et donc en fait, la première chose que j'avais vue, c'était ça, tu vois, quand tu arrives ici, que tu vois là j'avais vu que ici c'était tout neuf. Tu vois, toute la courroie, tout est nickel, les carters en alu et tout, c'est vraiment nickel. Et là ici, oh là là! Oh, ils sont magnifiques. J'espère que tu vas pouvoir me faire une belle photo vue comme ça, là. Tu vois, là, on voit le turbo. Ouais, là, on voit, là. Donc là, vous voyez, les amis, il est énorme. Et là, vous avez le gros turbo, donc qui, lui, va aspirer ici par un gros filtre l'air devant. Et là, vous avez toute la surale. Ici, vous avez les intercolleurs. C'est vraiment comme une voiture préparée, c'est un truc de ouf. Hein. Ici, vous avez les intercolleurs, donc là, qui vont venir, pareil, par des volutes, faire passer de l'air qui va refroidir ces intercolleurs, donc c'est un échangeur RR. Et ensuite, ici, vous avez tout le reste de la suralimentation avec des énormes durites, des gros colliers qui va arriver jusque... Alors ça refait un virage par en dessous, c'est caché. Là, en fait, on a l'échappement et l'admission du même côté. Là, vous avez la sortie d'échappement qui va alimenter le turbo. Et puis ici, vous avez les tuyaux d'admission qui viennent forcer l'air
de ce moteur suralimenté dans le bloc. C'est trop intéressant. Alors là, ça ressemble à de la mécanique de char d'assaut. Les pièces, tout est freiné, tu vois, avec des petits câbles. Les gros filtres à huile, les grosses pompes de partout. Là, le bâtimoteur, vous voyez, il est fixé ici. Et en fait, ils ont carrément fait une soute dans cet avion-là pour pouvoir ranger des choses. Alors, c'est pas pressurisé du coup ici. C'est une soute qui est pas pressurisée, donc tu peux pas mettre ton chien. Mais l'avantage, c'est que tu peux mettre quand même beaucoup de choses. Et puis, ça, c'est venu décaler le moteur également pour toutes ces raisons de centrage. Et en fait, quand tu regardes la taille de l'avion, tu vois la taille du bordel, tu te dis le bloc, il est pas si gros, quoi. Alors, il y a plein de caca autour, hein. Toute la partie suralimentation, turbo, intercooleur, les retours d'huile, les clapets, les machins, toute la redondance aussi qui prend beaucoup de place. Parce que sur un avion, quand tu as une panne, faut qu'il y ait de la redondance. Donc ça veut dire que tu vas toujours avoir une bougie, mais tu vas en avoir une autre de l'autre côté. Tu vas avoir un circuit d'admission, mais tu vas aussi avoir des circuits d'admission d'essence, des circuits d'huile, tout ça qui vont être doublés ou qui vont pouvoir se couper pour éviter que ton moteur s'arrête à tout prix en l'air. Ou en tout cas que ça te donne un maximum de temps pour aller te poser. Donc c'est pour ça que tu as plusieurs magnétos, tu as plusieurs systèmes d'allumage, tu as plusieurs systèmes pour ouvrir les trains. Si tu as un train qui s'ouvre pas, ensuite tu as des systèmes des fois pyrotechniques ou hydrauliques où tu vas libérer l'hydraulique et par des systèmes de ressort, ça va forcément sortir le train. Tu as plein de choses comme ça qui font que la mécanique, elle a été doublée, triplée. Et on retrouve encore une fois ça sur le tank, parce que le tank, en cas de problème ou d'impact de balle, faut que tu puisses couper un réservoir d'essence qui a été touché pour rouvrir un autre et que ton tank continue à avancer. Faut que tu puisses continuer à voir si on t'a tiré dans un épiscope. C'est trop intéressant la mécanique, et moi qui ne vis que pour ça, moi je suis vraiment un passionné de mécanique, un passionné de matos, essayer de comprendre comment ce moteur, tu lui fais prendre des tours, là il y a un gros réducteur, ça envoie ça dans l'hélice à pas variable, comment ça se fait qu'en l'air l'hélice avec l'inertie incroyable des tours qu'elle prend, comment la mécanique peut lui faire quand même changer le pas. C'est dingue la mécanique, c'est un truc de fou. Et quand t'es passionné et que tu comprends un peu comment ça fonctionne, tu te dis mais non, t'imagines ce turbo sur une bagnole, mais t'as vu la gueule du turbo gros, il est comme ça, il est dingue. T'imagines la taille du moteur? Ça se trouve, t'as même pas besoin de changer les bielles, tu peux lui faire une prépa à 2000 chevaux. T'imagines 9 litres de cylindrée, ça se trouve, tu peux l'emmener à 1000 chevaux. Et là, il y a un problème. Putain, c'est certifié maintenant. On n'est plus dans l'ULM, les amis. On est dans l'aviation certifiée, donc là, il n'y a plus le droit de toucher. Et non, et là, c'est foiré encore. À mon avis, il y a des gogoles, mon pot, qui auraient dit, moi, j'en ai rien à faire, s'il y a le droit, je fais une prépa turbo de dingue. Moi, je pense que je l'aurais peut-être même fait, tu vois. Mais là, c'est l'aviation certifiée, tu n'as pas le droit. Là, ouvrir le capot, j'ai le droit. Mais là, par exemple, commencer à couper un rilsan, défaire les bougies et tout, ça, j'ai pas le droit. Ça, c'est l'autre souci de l'aviation certifiée, c'est que tu dois tout faire par un atelier agréé. Donc ça, c'est vachement important. Et ça, c'est bon à savoir aussi, parce que c'est quand même un coût. C'est un coût. Même sans rien faire, c'est un coût. Parce que tu as des carnets de vol, tu as des contrats de navigabilité, tu as des choses à renouveler, donc tu dois être suivi par un atelier agréé, donc chez qui tu payes un abonnement tous les mois pour pouvoir dire que ton avion est bien là-bas en cas de contrôle. Ces mécanos-là, ils vont faire la mécanique, mais ils vont tout répertorier. Combien ils ont mis de couple de serrage, quelles pièces ils ont utilisées. Ils vont pas chercher dans une petite boîte de radouille et mettre une autre vis. Il faut que ce soit une vis de la marque du moteur, agréée par le constructeur de l'avion. Donc c'est hyper complexe, mais c'est ça qui fait que tu te butes pas aussi en l'air par une vis qui est en alu, qui va couper et faire tomber ton moteur alors qu'il fallait en mettre une en titane. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'aviation, c'est sérieux, il faut pas faire n'importe quoi. Et donc c'est très intéressant, c'est passionnant, mais là tu rentres dans un univers qui est beaucoup plus cher. La maintenance, elle est ultra réglementée, codifiée, écrite sur des papiers, sachant que c'est un gros moteur à piston qui monte très très haut. Tu vas aller là-haut, tu vas peut-être être à moins 50 degrés, mais quand tu vas redescendre, tu vas être à 20. Donc il faut pas faire n'importe quoi et descendre comme ça, parce que tes cylindres, ils vont passer d'un endroit ultra froid où ils sont serrés à un endroit ultra chaud. Il va y avoir 80 degrés de différence. Et si tu piques l'avion avec un taux de chute de malade, sachant que tu as un avion pressurisé, quand tu prends un taux de chute de fou, tu peux avoir mal dans les oreilles, tu peux avoir des troubles barométriques. Et ça parce que dans ton oreille interne, tu peux avoir des petites capsules d'air qui viennent se caler là-dedans. Et si tu descends trop vite, ça n'a pas le temps de s'adapter. Et ça peut t'éclater les oreilles, ça peut te faire péter des caries, des dents, t'as mal dans la panse et tout. Donc faut à peu près descendre avec un taux de chute de 500 pieds par minute. Voilà, donc ça fait, on va dire, 150 mètres toutes les minutes de descente. Et si tu descends, je sais pas moi, 3000 pieds par minute, tu peux le faire avec un avion comme ça, sachant qu'il est pressurisé. Donc en fait, t'auras pas de souci d'air ou de densité qui va changer et qui va te faire mal. De soucis de troubles dans les oreilles ou dans les dents. Donc tu pourrais techniquement descendre comme ça très fort. D'ailleurs, il y a plein de gens qui prennent des taux de chute assez forts, mais là, si tu le fais avec un avion comme ça, tu peux, les cylindres, ils vont s'ovaliser, s'user prématurément. Et peut-être même, justement, avoir des consommations d'huile après trop élevées. Ou casser, ou avoir des cylindres gommés, des serrages d'un côté. Donc moi, je peux te dire que je vais faire au millimètre bien
gaffe. Mais des fois, tu passes une montagne, t'as un nuage, t'as un contrôleur qui te dit descendez maintenant, vous devez pas arriver dans notre zone avant d'être à telle altitude. Sauf que là, t'es dans une zone ici qui est réglementée, donc t'as pas le droit d'être trop bas. Et puis trop tôt, il faut que tu sois à telle hauteur. Donc là, il faut vraiment piquer pour arriver à la bonne hauteur. Donc c'est à toi d'anticiper avec le contrôle aérien, de leur dire écoutez, je vous préviens, à cette zone-là, je serai obligé de taper un peu dans la zone parce que je veux pas abîmer mon moteur. Hein. Voilà, donc ça c'est plein de choses à savoir, à anticiper. Mais c'est trop intéressant, j'aime trop. Donc voilà le beau bloc, le beau 9 litres, il est énorme. J'aimerais trop en avoir un en table basse. Autre avantage de cet avion, c'est qu'il a carrément son propre radar météo ici. Donc là, il y a carrément une boule là-dedans avec un radar météo qui va vraiment te donner la vraie météo sans dépendre d'internet, sans dépendre de ce que tu as lu en théorie sur les cartes, etc. Lui, il va te dire, il y a un cumulonimbus, il y a des orages, il y a ça, évite. Il est dégivré, donc là, il y a le bord d'attaque des ailes qui va gonfler et péter la glace. Bon, si avec moi, je vous parlerai de toute la complexité des trains hydrauliques et tout, mais j'adore, je suis trop passionné et je suis trop content en fait, parce que c'est exceptionnel quand même de se dire... d'être passionné, mais en plus de pouvoir avoir son avion. Là, je passe mes qualifications en anglais, vol de nuit. Je vais pouvoir aller dans d'autres pays et tout. Oh là là, t'imagines le rêve? On va aller s'acheter, on va aller faire des locaux boiseries ailleurs et tout. C'est trop cool. En tout cas, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur l'aspect montage, pourquoi pour moi c'est intéressant, pourquoi pour moi c'est rentable? Un avion comme ça vaut 1 million d'euros. Déjà, il y a une première chose intéressante, c'est que moi je l'ai acheté donc en hors taxe parce que tu peux récupérer la TVA évidemment sur un avion, sachant qu'il est acheté par l'entreprise. Et l'autre avantage, c'est que j'avais acheté en dollars. J'ai acheté au bon moment du cours du dollar, donc le taux de change il a été hyper favorable pour moi, parce que j'ai gagné à peu près 140 ou 150 000 euros sur le taux de change. Mon avion déjà, de trésor pur, il m'a coûté 1 million d'euros. Enfin, il coûtait 1 million, à peu près 1 million 100, on va dire. Donc j'ai gagné un petit peu avec la TVA, mais on va dire on partait peut-être de 900 000. Et puis de 900 000, j'ai récupéré 150 000 euros de taux de change. Donc en fait, cet avion-là, il est de ma thune vraiment qui est sortie du compte, il y a 750 000. Donc c'est quand même fou, tu vois. Tu pars d'un truc qui vaut 1 million 80 000, je crois que c'était ça à peu près, 1 million 50 000 ou 1 million 80 000. Tu récupères la TVA, t'es plus qu'à 900. Et puis de 900, tu redescends de 150 000 encore parce que le dollar est favorable comparé à l'euro. Deuxième chose, il y a des inspections, ça se fait pas comme ça, un achat d'avion. Il faut trouver la bonne personne qui va te le trouver. On l'a emmené dans un atelier de maintenance qui nous a fait une pré-bail. Donc le gars, il vient, il check tout l'avion, il va te dire bon là, le potentiel de l'hélice, il va être usé dans 1000 heures. Là, dans 500 heures, faudra changer les pneus. Même s'il est usé ou pas usé, il y a un potentiel de temps, en fait, c'est surtout ça. Après, on va te dire tiens, la prochaine fois, il faudra faire les bougies, la prochaine fois, il faudra faire simplement une vidange. Et donc, tu te rends compte aussi qu'un avion, c'est quand même beaucoup moins cher qu'un hélicoptère. Il y a tellement de pièces en moins en mouvement qu'un hélico avec les têtes rotors, les bras, les trucs, que l'avion, c'est quand même plus intéressant. L'hélico, c'est vraiment un truc de mecs qui ont de l'oseille. Vraiment, parce que de la moindre maintenance, il y a tellement de pièces d'arbres, d'axes, de billets de trucs en mouvement, il y a tellement un entretien qui est hyper codifié, hyper réglo, que ça coûte vraiment plus cher. L'hélico, c'est vraiment un autre délire. Mais un avion comme ça, c'est beaucoup plus intéressant qu'un hélico. Par contre, tu fais presque plus de trucs qu'avec un hélico, tu vas beaucoup plus loin, etc. Et donc après avoir trouvé cet avion, moi, ce qui m'a vraiment fait kiffer, c'est d'avoir un avion un moteur qui avait que 30 heures ou 40 heures. Donc là, le moteur est vraiment neuf, tu vois, le temps de venir ici, d'aller faire un check dans un atelier. Il était en Angleterre en plus, cet avion, il n'était pas ici. Donc le moteur a eu une 40aine d'heures. Et on a fait donc la visite de pré-vente. Tout a été nickel, il n'y a pas de catastrophe, il n'y a pas de frais importants prévus tout de suite. Donc moi, on a fait les papiers. Cet avion-là, on l'a mis donc sur notre société qui détient les autres avions. Et la différence, c'est que après, il faut faire des calculs en fonction de toi, en fonction de ce que tu veux faire. Et en fonction de ces calculs, tu peux déterminer combien il va te coûter à l'heure. Parce que tu sais que tu as payé tant l'avion. Là, tu rentres sur des délires d'assurance un peu plus chers. Moi, je paye pas la place de parking, donc je la comptabilise pas. Pourquoi? Parce que j'ai acheté mon hangar. Donc, sachant que le hangar, il est à moi, je vais louer des places à d'autres gens. Donc, l'idée, c'est de louer des places à assez d'avions pour que ça me paye, entre guillemets, ma place du mien. Donc ça fait comme si j'avais réussi à monter un petit business parallèle qui allait me payer ma place. En tout cas, cet avion, j'ai déterminé un coût horaire, on va dire de l'ordre de 300 balles, mais ça dépend de ce que toi tu détermines comme coût horaire, parce que je sais que là, niveau maintenance, je sais combien ça va coûter à peu près par an. Tu peux compter aussi toutes les 1000 heures, combien il va te coûter toutes les 1000 heures, en prenant en compte que toutes les 2500 heures ou 3000 heures, tu as une overhaul, donc c'est une grosse révision où il faut changer plein de trucs, renvoyer le moteur chez le constructeur, etc. Mais là, le moteur, du coup, l'overhaul, elle est repoussée on repart de zéro, en fait. Avant de mettre des gros sous, j'ai au moins une dizaine d'années devant nous. Et après, t'as aussi un calendaire. Donc, ça veut sur l'hélico, par exemple, c'est 2200 heures et
Et une dizaine d'années, ça dépend si tu l'as neuf ou pas. Et là, donc une fois que tu as fait ça, tu détermines ton coût horaire. Et c'est encore une fois la même chose que ta consommation personnelle de bédo, c'est de se dire combien de temps je dois le louer pour que moi il me coûte rien. Donc c'est pour ça que le bâtiment, je voulais plus louer le bâtiment, je voulais en trouver un que je pouvais acheter. Et en louant des places à d'autres avions, ça va me payer la place du mien. Donc ça déjà c'est un coût fixe que tu supprimes. Ensuite il y a l'assurance. Ça vaut 1500 balles par mois les gars, sur un avion comme ça. Donc tu payes, là tu ramasses quand même 1500 balles par mois, là il a intérêt de te servir le bordel. Hein. Donc là moi j'avais monté ma boîte d'assurance, Jabbois Assurance. Merci d'ailleurs à tous ceux qui nous font confiance. Et encore désolé à ceux qui faisaient qui étaient au début, parmi les 100 000 qui avaient demandé une demande de devis au départ et on était 4-5, c'était pas possible. Aujourd'hui l'équipe s'est agrandie, les locaux sont opérationnels. Ceux qui ont envie de rejoindre l'aventure Jabbois Assurance, je lâche ça à bon entendeur. En tout cas avec Jabbois Assurance, j'ai évidemment des facilités. Donc, mais l'assurance reste un coût, c'est pas parce que j'ai ma boîte que je vais pas payer. Et donc après, t'as aussi la consommation d'essence. Malgré que ce soit un gros avion, les avions qui font cette taille-là en général ils bouffent 200 litres à l'heure. Mais celui-là, sachant que c'est pas une turbine avec du kérosène, que c'est un moteur à essence, il va consommer plutôt 70 litres. Donc on est sur un avion qui va bouffer 70 litres à l'heure. 70 litres à 2 euros, on va arrondir. Tu sais que ça te coûte quand même, on va dire 150 euros de l'heure en essence. Et donc à ces 150 euros là, tu vas rajouter de la maintenance, tu vas rajouter une partie de l'assurance en fonction d'un nombre d'heures que tu vas faire par mois et ça va te donner ton coût horaire aller à 350 euros, un truc comme ça. Donc tu sais que tu fais 2 heures avec, ça t'a coûté 700 balles. Donc l'idée c'est de dire combien je fais d'heures par mois, comment je vais l'utiliser. Alors je vais l'utiliser avec mon entreprise, j'en ai besoin, ça va me faire gagner de l'argent. Mon déplacement me coûtera peut-être un poil plus cher, mais à réfléchir, si tu traverses la France, là en 1 heure à peu près, parce que c'est un avion qui va beaucoup plus vite, tu vas à 420 km/h, alors que mon autre ULM, tu vas plutôt à 250, à 420 km, et l'hélico, lui, il va à 200, 220. Donc là, à 420 km/h, tu traverses la France en 50 minutes. Donc quand tu vas à un rendez-vous, tu peux peut-être en enchaîner plusieurs dans la même journée, et ça, c'est quand même un super avantage. Et donc, le fait que tu puisses aller aussi loin, aussi vite, franchement, si tu pars avec un Sprinter et un plateau qui consomme 14 litres au 100, entre le péage et tous ces détails-là, t'es pratiquement au même prix que si tu descends dans la France en Sprinter. C'est quand même pas énorme, tu vois. Nous, la dernière fois, on a été à Lyon avec un Sprinter, un plateau, le truc entre les péages, la route, j'en avais pour 500, 550 euros. Donc c'est quand même vachement cher. Et en avion, ça va être le même prix, voire un peu plus, mais par contre, il y a en 50 minutes au lieu de 6 heures. Donc ça, c'est quand même un énorme avantage. Et donc, l'avantage, en fait, c'est que c'est le plus gros avion de sa catégorie avec le moteur à piston. Au-delà, dès que c'est un avion un peu plus gros, c'est plus du moteur à piston, c'est de la turbine. Donc là, t'es dans un autre délire. Niveau entretien, une turbine, c'est très vite 500 000 euros la grosse maintenance, entre 2 et 300 litres de consommation de kérosène à l'heure, donc là c'est vraiment plus la même chose. Mais par contre ça va beaucoup plus vite, il y a des vrais avantages. En tout cas, lui c'est le plus efficient, quoi. C'est vraiment un avion qui va pas trop consommer, qui va quand même assez vite. Tu peux pas mettre 6 personnes obèses dedans, mais tu peux quand même partir à 6 en diminuant peut-être ton autonomie. Et donc l'idée c'est d'avoir déterminé ce coût horaire, donc je disais on va dire 300, 400 euros, ça dépend de ce que tu fais. L'hélico tu vois c'est plutôt 450, 500 balles. Et donc cet avion je vais le mettre à disposition à des entrepreneurs, à des patrons, à des gens qui veulent voyager, aller en vacances, etc. Et en vrai quand tu réfléchis, un aller-retour à Rome, ça va pas coûter si cher que ça. En fait, ce qui va coûter cher, c'est plutôt de se payer les services d'un pilote privé qui va t'emmener et te ramener si tu pilotes pas. C'est pas vraiment excessif. Ça reste de l'aviation, ça reste cher les gars. C'est pas ce que je suis en train de dire. En tout cas, cet avion-là, je vais essayer de le louer de temps en temps pour des rendez-vous d'affaires. Je connais déjà des pilotes qui sont qualifiés sur cet avion-là et puis qui vont pouvoir partir avec 2-3 mecs, les emmener là, tac, et puis refaire d'autres rendez-vous. Donc ça, c'est mon idée pour payer entre guillemets au moins les frais fixes de l'avion, plus que moi ça me coûte, l'idéal ce serait que ça me coûte rien de le voler quoi. Et c'est presque faisable, ou alors que ça me coûte que l'essence, tu vois. Donc voilà, et c'est d'ailleurs ce que je fais avec mon hélico. Mon hélico je le loue à d'autres entreprises des fois qui ont besoin d'hélicoptères. Par exemple, j'avais fait une petite annonce, ceux qui ont été au Mans, aux 24 heures du Mans, il y avait mon hélico qui était exposé au circuit, et il y avait des baptêmes avec d'autres hélicos, et on avait même fait gagner un baptême. Donc voilà, je loue, j'ai toujours loué mes avions en fait. Et c'est plutôt pour rendre service à des connaissances que j'ai, sans avoir un but particulièrement pour gagner de la thune, c'était plutôt pour rendre service et se dire au moins ça amortit un peu la machine. Là sur un avion comme ça, il y a vraiment plus un but financier, de se dire économiquement ça va être intéressant aussi que ça soit pas juste une charge et que ça puisse un petit peu s'amortir, s'équilibrer. Et l'avantage c'est qu'entre Nantes et Angers, et on est toujours dans ces coins-là, c'est quand même cool d'avoir un avion privé avec des pilotes qui sont potentiellement disponibles, faut peut-être s'arranger un peu à l'avance quand même, et d'avoir un avion comme ça qui peut voler et rendre des services, donc et qui est louable. Et je pense qu'un jour je ferai même gagner un voyage, je pense à Rome ou en Corse à des abonnés quoi.
avec mon avion. J'avais fait gagner des places avec mon prof du LM, avec mon prof d'hélico. Mais je pense que là, faire un voyage privé, c'est comme si tu partais en jet. Tu fais venir, tu vas chercher des abonnés dans l'aérodrome ou l'aéroport le plus proche de chez eux. Nous, on paye tout, tu vois, le pilote. L'avion, il se pose devant chez les abonnés à un aérodrome. Et puis, ça part en couple en Corse, déposé avec un avion privé. C'est la classe, tu vois, c'est stylé, ça fait un beau voyage. Et donc, on fera peut-être gagner un truc comme ça un jour, si ça fait kiffer les gens. Et donc voilà comment on l'a fait. Donc ensuite, il y a un amortissement aussi, hein. Tu vas l'amortir dans ton bilan comptable. C'est-à-dire que tu vas l'inscrire, tu vas lui donner tu vas le dévaluer et puis tu vas le passer tout doucement. Ça peut être 3 ans, 5 ans, ça dépend de comment ça se passe et du contexte d'entreprise, etc. Et après, il y a des lois qui sont bien définies. Mais c'est ça aussi qui va te permettre d'amortir sur l'entreprise un avion comme ça. Alors après, c'est des choix à faire, les formes juridiques et tout ça. Parce qu'une fois qu'il est amorti, le jour où tu vas le revendre, ça va pas être considéré comme une plus-value. Ça va être considéré vraiment comme que tu seras imposé sur l'impôt société, sur la marge que tu auras fait, qui sera totale si tu l'as totalement amorti. En tout cas, voilà la solution que j'ai trouvée en fonction de mon contexte, en fonction de ce que je fais, en fonction de mes besoins, en fonction de ma structure, en fonction de ma fiscalité. Comment j'ai fait pour avoir un avion là-dessus. Alors là, évidemment, tout le monde ne peut pas faire ça, mais il y a plein de gens qui ont des sociétés. Il y a déjà plein de gens qui me regardent et qui peuvent le faire, mais il y a aussi plein de gens qui me regardent et qui pourraient se dire, je vais faire la même chose à une échelle différente. Ça peut être valable pour une voiture, ça peut être valable pour un autre truc atypique. Je pense qu'un mec qui est passionné de bateau absolument, qui se dit mais attendez, je suis couvreur, comment je vais mettre sur ma société de couverture un bateau? Et là c'est toujours la même chose. C'est pourquoi ne pas faire une petite structure à côté, etc. Si vraiment tu vas faire souvent du bateau et que tu veux que ça soit la société qui paye ça, mais t'as une autre solution, c'est aussi de se dire vas-y, je vais payer de la flat tax, je vais me sortir des dividendes et j'achète tout ça perso. Il y a aussi plein de gens qui ont des avions à titre personnel et qui sont entrepreneurs à côté et qui vont dire je prends un avion, ça vaut, 150 000 €. Je me prends 200 000, je sors de la boîte 200 000 de dividendes. Je vais payer mes 30% de flat tax et puis je vais me l'acheter, il sera à moi perso. Mais des fois, c'est pas la meilleure solution. Et puis des fois, quand c'est vraiment un projet où vraiment, par exemple, le projet de départ aurait été vraiment de faire une société de location d'avions privés, il aurait peut-être mieux valu prendre un neuf et puis le prendre en leasing, tu vois. Il y a plein de solutions, il y a plein d'idées. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait Daher qui fabrique les TBM. Un TBM, c'est vraiment la copie de cet avion-là. Ça ressemble vraiment beaucoup dans la gueule, dans la forme. Sauf que TBM ne fait pas de moteur à piston, ils font que des turbines. Et d'ailleurs, ça sera sûrement le prochain sur la liste, hein, parce qu'il y a déjà des gens dans les commentaires qui ont mis « On sait très bien que Lucien va finir avec un TBM ». Moi aussi, je sais très bien que ça va arriver. Et il y a des gens de chez Daher qui ont dit « Mais viens visiter l'usine, on va tout te raconter ». Et j'ai trop envie d'y aller, en espérant qu'ils me jettent pas des cailloux si j'arrive avec un piper. Mais Daher, ils font les TBM, c'est des avions français et c'est une super marque, c'est des super avions. Et un jour, évidemment, je vais bien me faire la main là-dessus parce que faut y aller crescendo dans l'aviation. Faut commencer avec un truc plus petit, et puis après tu passes à un truc comme ça, mais garder du moteur à piston. Puis après tu fais une qualif en turbine et puis tu passes peut-être sur un avion à turbine si t'as les moyens, si tu peux. En fait, tu te rends compte qu'un jet privé ultra cher qui vaut 50 millions d'euros, c'est pratique parce que c'est juste un Viano où tu passes du Viano au Sprinter, en fait, tu vois ce que je veux dire? C'est plus grand, t'as plus d'espace, t'as des chiottes, tu peux partir à plus. Faut avoir le besoin, encore une fois. Mais c'est la même chose qu'un ULM, hein, sauf qu'un ULM, t'as 2 places, hein, t'as vraiment pas des énormes différences. Et tu peux déjà avoir un kiff de dingue dans un petit ULM par rapport à ton besoin, tu vois. Est-ce que tout le monde a besoin d'avoir un jet avec 20 places? Non. Moi, j'ai besoin, 6 places, c'est bien. Je pense pas que j'aurais besoin un jour d'avoir plus que 6 places. Parce qu'en général, quand tu peux t'acheter des avions comme ça, t'as plus assez d'amis pour remplir les sièges. Tu remplis les sièges que de femmes, frère. Voilà pour ce petit avion, les amis. Je vous ai donné les grands chiffres, à quelle vitesse ça va, combien ça coûte. C'est des choses compliquées qu'il faut préparer un petit peu à l'avance si vous avez envie de faire des trucs cool. Mais moi, ça me passionne. Je travaille aussi pour ça et je suis aussi content d'échanger des fois des soirées, des moments d'amitié, de vie de famille que j'ai pas parce que je suis à fond dans mes trucs. Encore une fois, même si c'est 200% du kiff et du plaisir et voilà, t'as pas l'impression de travailler parce que j'ai cette chance. Hein, il y a aussi des gens qui travaillent, qui se font chier, mais qui à côté de ça se font aussi plaisir. Et c'est vrai que le contexte en France, l'ambiance c'est pas folle, on le sait. Tout le monde est divisé dans tous les sens et ça c'est horrible. Les gens ils sont plus riches et les autres sont plus pauvres. Enfin, on est bien d'accord que c'est mal fait. Mais en attendant, on va pas se foutre en l'air non plus parce que moi j'ai aussi plein de potes, je m'en rends compte, qui sont un peu blasés de la situation et qui savent pas trop quoi faire et du coup en attendant ils font rien, tu vois. Ils se disent ouais mais non mais finalement j'avais un projet, je le fais pas, je vais m'expatrier, je vais faire ci, je vais faire ça. Après si tu fais pas, voilà c'est encore une fois l'avantage d'être un peu gogol quoi, quand tu t'en fous de tout. Pas trop emmerdé quoi. Mais là les gens ils se disent oui c'est facile maintenant. Mais non, j'étais comme ça dans ma caravane les gars. Je m'en branlais déjà de tout dans ma caravane. Hein. Ceux qui me connaissaient à l'époque, je m'en foutais déjà de tout. Je m'en foutais déjà peut-être un peu trop de tout quand même. Ça allait jusqu'à ce que les flics ils soient devant ma porte. Monsieur on va casser la porte.
Est-ce que je vais mourir? Non, bon, bah la garde à vue, elle va pas me tuer, hein, tu vois. Bon, là, maintenant, tu vois, je mets la limite avant quand même. Mais en tout cas, il faut pas trop se prendre la tête dans la vie, il faut pas trop se manger les nerfs. Et puis essayer d'aller au bout de ces trucs. Et puis si ça marche pas, essaye d'autres solutions. Il faut insister. Hein. Que ce soit entrepreneur, vidéo, internet, il faut se mettre dans un truc. Si t'es sûr de toi, lâche pas. Insiste, 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 insiste. Ils vont se foutre de ta gueule. Ils vont te mettre plus bactère. Tu vas te manger un contrôle fiscal. Tu vas merder. Et insiste, 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 insiste. Tu insistes. Et une fois que ça t'arrives à te payer, une fois que t'arrives à manger avec ça, et bah tu continues et t'es régulier. Et là, vraiment, si tu te plantes au bout de ça, c'est que vraiment t'as pas choisi le bon truc. Mais normalement, même quand c'est pas le bon truc, tu peux au moins en vivre, tu vois. Moi, c'était ça mon but. Hein. C'était juste de pouvoir vivre de mon truc. Après, pouvoir acheter des saloperies comme ça, tant mieux, tu vois. Mais je trouvais ça important de faire cette petite vidéo et rigolote pour dire, bah, en fait, tout est comme ça. C'est-à-dire que là, je donne l'exemple des avions que j'adore. C'est génial, tu vois. Mais tu peux faire ça avec d'autres choses. Tu peux faire ça avec des voitures de modélisme, si t'es passionné de modélisme. Tu peux faire ça avec une bagnole de collection, avec un char d'assaut, avec des trucs beaucoup moins chers si t'as envie de faire des choses qui sont pas forcément... où la problématique numéro 1 n'est pas l'argent, parce que c'est vrai que quand t'as des rêves de con, tout de suite c'est l'argent ton problème. T'as aussi des fois des choses qui peuvent te mettre dans des problèmes, mais où l'argent n'est pas le souci. Quand t'as des animaux, quand t'as... Voilà, où tu te dis, bah oui, est-ce que je peux acheter un cheval avec mon entreprise, tu vois? Ça, c'est des choses qui se réfléchissent. Mais quand t'es passionné, par exemple, je pense, je sais pas, à une fille qui est créatrice de contenu, une fille qui crée des trucs sur Internet et qui se dit, tiens, je vais acheter avec mon entreprise un cheval parce que je vais en parler, je vais le monter, je vais faire des trucs avec, je vais le branler. Non. En tout cas, tu vois, comment je peux le mettre sur un truc, bah voilà, c'est toujours la même chose. Est-ce que ça peut rentrer dedans? Non, bah faut demander à un avocat fiscaliste, faut demander à ChatGPT, faut faire valider surtout ce que ChatGPT te dit, et puis aller voir des gens qui te conseillent et essayer, ça évitera des problèmes et c'est ça qui fait que tu fais quelque chose de périn et où t'as jamais de soucis, quoi. Bon les potes, maintenant on va se retrouver au château pour la fin de cette vidéo et vous donner des explications un peu plus concrètes parce que j'aime bien parler, raconter un peu de tout, mais c'est cool si on peut mettre un petit truc sur le papier et vous donner vraiment un fonctionnement avec des étapes par étape. Les amis, de retour à ce petit chaton, dans ce petit salon du Seigneur. Après ce moment de vidéo où on vous a parlé de mes deux avions, où je vous ai placé le petit moment mécanique avec les deux moteurs, etc. C'était important aussi pour moi de vous expliquer que t'as l'aviation côté ULM où tu vas pouvoir kiffer pas trop cher, etc. Puis t'as l'aviation un peu plus privée, un peu plus certifiée, où là ça va être vraiment pour quelqu'un qui a soit des besoins de rendez-vous, soit quelqu'un qui est vraiment passionné, etc. Mais l'idée, la morale de cette vidéo, c'était plutôt de vous expliquer que avant de faire un achat, il faut le réfléchir, il faut l'anticiper en fonction de vous. Vous êtes patron, vous êtes en CDI, vous êtes en création de société, vous êtes en micro-société. Chaque achat pour votre entreprise que vous allez faire peut être déterminant sur le bilan comptable, sur un futur contrôle fiscal, sur la gestion de votre trésorerie, sur la gestion de l'argent que vous avez, que vous n'avez pas encore. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'artisans qui ont besoin d'un camion, il y a beaucoup de commerciaux qui vont être salariés mais qui vont des fois avoir leur propre voiture et avoir des indemnités de frais kilométriques. Il y a plein de gens qui vont avoir besoin d'un véhicule, qui vont avoir besoin de quelque chose et c'est valable aussi pour du matériel. Je pense à quelqu'un qui va acheter une charrette qu'on met derrière les camions là, avec une bétonnière et tout ça. C'est de l'argent et c'est important de l'optimiser, de le gérer avant. Des fois on achète et on se dit je vais voir après. C'est trop tard. Il y a une facture qui est émise, ça passe pas comme il faut dans le bilan, etc. Quel est le meilleur conseil? Que ce soit, je vais mettre plusieurs catégories, relatifs à l'entreprise, où là il n'y a aucune question qui se pose, t'es couvreur, t'as besoin d'un sprinter, t'as besoin t'es maçon, t'as besoin d'acheter une bétonnière. Ça c'est, on va dire, vraiment le truc classique qui correspond vraiment à ton métier. T'es commercial, il te faut une 208 commerciale, voilà. Et puis après t'as les trucs un peu extraordinaires. Quelqu'un qui a une boîte qui marche pas trop mal, qui va vouloir se faire un petit plaisir avec un bateau, un avion, un ULM, une voiture un peu plus de sport. Ou alors carrément quelqu'un qui va avoir se dire moi je travaille aussi pour me faire plaisir, j'ai envie de... Est-ce que je peux passer une moto sur ma boîte? Et dans des cas ça va être complètement interdit, dans d'autres cas ça va être légal. Aujourd'hui on voit la démocratisation des métiers comme le mien, des métiers d'internet, des métiers de gens qui vont créer du contenu, faire des choses, où là évidemment un voyage dans un autre pays peut être passé sur la boîte, tout comme je l'ai fait au Japon. Évidemment au Japon on a tout passé sur la société pour créer les contenus avec la Nissan GTR, etc. Enfin la Nissan GTT, à ne pas confondre. C'est comme quand tu dis que tu fais de l'avion alors que c'est de l'ULM, sinon on va te tacler dans les commentaires. C'est très important. Il est hyper important de bien préparer chaque achat pour votre entreprise. Pourquoi? Parce que si vous amortissez mal quelque chose dans votre entreprise, ça peut rester au bilan comptable. Ça peut être quelque chose sur lequel vous auriez très facilement pu récupérer de l'impôt. Si votre société, vous avez de la chance, vous êtes bon, et elle fait du résultat
positif, ce qui est pas donné à tout le monde, hein. Bravo à ceux qui arrivent. Moi j'ai eu longtemps des sociétés qui en faisaient pas et qui en faisaient même dans le négatif. Et donc quand tu fais quelque chose comme ça, tu vas des fois avoir un achat où tu aurais pu le passer dans les charges de la boîte, où tu aurais pu passer... Par exemple, je vous donne un truc très simple, il y a plein de gens qui achètent des voitures en leasing et qui prennent tous les mois une voiture qui coûte 300 €. Et ben l'avantage, par exemple, c'est un petit avantage, hein, c'est pas énorme, mais si tu as un petit peu de résultat, de l'IS à la fin du bilan, tu as des voitures où tu peux passer un premier loyer plus important. Ça va te permettre sur la première année ou sur l'année fiscale où tu fais du résultat de passer un gros loyer. Par exemple, moi j'ai acheté un Mercedes Viano qui coûte je sais plus combien, autour de 100 000 €. Et tu peux passer un premier loyer qui est relatif à 30% à peu près, 25-30%. Donc moi, mon premier loyer, donc ma première mensualité, c'était autour de 30 000 €. Et après, tous les mois, j'ai payé par exemple 1 000 €. 1 000 € de loyer tous les mois pour payer mon Viano. Et bah cette première mensualité, elle est considérée comme une grosse mensualité, elle n'est pas considérée comme un apport. Et bah ça, c'est important de le préparer avant. Parce que ces 30 000 €, ils sont directement incombés au résultat fiscal de votre société. C'est-à-dire que ces 30 000 € là, ils sont passés à 100% dans les charges de la boîte. Donc à la fin de l'année, si j'avais 30 000 € de résultats, eh bien je les ai effacés avec les 30 000 € de premier loyer. Alors je les ai pas tout à fait effacés, mais vous avez 25% de cette somme qui va passer dans l'IS. Ça fait quand même 7 500 €. Et donc 7 500 € d'impôts en moins à payer. Alors que si vous aviez pris votre Viano pas à 1 000 € par mois, mais à 1 300 en mettant que des loyers pareils, vous auriez passé sur cette période fiscale que les 12 loyers à 1 200 ou 1 300 €. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, moi je fais ça à chaque fois. Chaque voiture que j'achète en leasing, je passe un énorme loyer. C'est carrément négocié en concession en disant moi je peux l'acheter, c'est combien le premier loyer maximum? Et là, tac, ça te fait tout de suite une somme d'argent, ça te réduit ton imposition. Et ça, il faut l'adapter en fonction de vous, de votre fiscalité. Mais ça, c'est hyper important. Donc en fait, l'idée de cette vidéo, c'était de vous dire, quand vous arrivez à mélanger le plaisir et le travail, parce que c'est quand même le but aussi, c'est de travailler en kiffant, il est important de pouvoir justement optimiser tout ça, parce que cet argent que tu n'auras pas gagné là, peut-être que dans 2 ans, ta voiture, tu l'auras vendue pour un autre projet, peut-être que ta boîte, tu l'auras arrêtée, coulée, j'en sais rien. Du coup, ces 30 000 € là que tu as passé dans les charges de la boîte, c'est hyper important. Par exemple, moi j'ai une façon de faire, avant la fin de l'année fiscale, j'aime bien aller voir les monteurs et les gens dans les ateliers ou dans mes différentes boîtes et leur dire est-ce que vous avez besoin de matériel? On sait qu'on peut passer en charge jusqu'à 500 €. Ça passe forcément dans les charges. Dès que c'est un achat qui ne dépasse pas 500 €, ça passe forcément dans les charges de la boîte, à condition que ce soit quelque chose qui soit utile pour la société. Donc moi je demande, j'ai les gars, est-ce que c'est pas le moment de faire le plein de batteries pour les caméras? Est-ce que c'est pas le moment d'acheter des micros? Est-ce que c'est pas le moment d'acheter des objectifs de caméra, même si c'est dur à 500 €? Est-ce que c'est pas le moment d'acheter des GoPro, des câbles, des power banks, plein de petites choses qui vont coûter 500 balles, comme ça on va diminuer le résultat de la boîte. Et ça je le gère à la fin pour être sûr que ce soit une société qui a fait du résultat. Comme par exemple des outils, des choses, alors il y a des outils, je suis pas trop impacté, mais il y a plein de petites choses comme ça dans un atelier ou à MX Shop, on se dit tiens les gars, est-ce que vous n'avez pas besoin d'achat qui serait tant qu'à faire à passer sur le bilan comptable positif pour essayer de réduire l'imposition. Ça c'est hyper important parce que quand vous allez acheter une voiture, il va falloir se poser la question, est-ce que vous faites un crédit ballon? Est-ce que vous faites une LOA? Est-ce que vous achetez cash? Quand vous avez la possibilité de faire une LOA, oui il y a des frais, oui ça coûte cher parce que vous payez plus cher la voiture que si vous la payez cash, mais ce gros avantage c'est que vous allez justement amortir, vous allez passer dans les charges une partie et moi en fonction de ce que je fais moi, c'est plus intéressant, 1000 fois plus intéressant que je fasse ça plutôt que j'achète la voiture cash et que je sorte de ma trésorerie le prix de la voiture. Donc ça c'est important de le faire. Aujourd'hui il y a une démocratisation dans les leasing ou dans les financements. Je parlais avec une amie il n'y a pas longtemps qui a une salle de sport et dans sa salle de sport, tout le matériel elle l'achète en leasing parce qu'il y a une vétusté, ça s'use vite et donc ça permet de payer ce matos là et puis de carrément faire de la vraie loc. C'est-à-dire que tous les 3 ans, elle va renouveler tout son matériel dans sa salle de sport et repartir sur du matériel neuf. Alors oui, ça lui coûte peut-être un peu plus cher, mais au moins elle sort pas 500 000 € de sa trésorerie pour acheter du matos. Et ça, c'est valable par exemple pour un boulanger qui va prendre en leasing son four. L'idée, quand vous faites un achat qui est peut-être important, c'est d'aller voir une société, mais d'aller voir un comptable, d'aller voir un avocat fiscaliste, de faire valider tout ça, parce qu'il y a aussi des discours de vendeurs qui sont des vendeurs, qui veulent vous vendre un truc. Mais vous pouvez aussi des fois séparer l'assurance du produit, peut-être aller voir un vendeur. Moi, récemment, j'ai fait un achat sur une de mes boîtes, et en fait, on s'est rendu compte que ma banque, elle était plus intéressante à me faire un leasing. Mais sur des trucs qui n'ont rien à voir, je sais pas moi, pour des tronçonneuses, pour une grue, pour un manuscopique, finalement, tu vas chez Manitou, ça va peut-être être un peu cher, et ta banque va te faire le leasing sur ton Manitou. Donc c'est vachement intéressant et c'était l'idée de cette vidéo, en même temps de parler d'aviation et de trucs rigolos. L'idée c'est de vous dire, dès qu'il y a un achat important dans une société, préparez-le. Faites un rendez-vous avec les comptables, faites des simulations. Moi, à chaque achat que je fais pour n'importe quelle de mes boîtes,
quand c'est un truc important comme ça. Est-ce que je l'achète d'occasion pas trop cher? Est-ce qu'on l'achète neuf? Est-ce qu'on l'achète en leasing? Est-ce qu'on l'achète en financement? Tout ça, c'est des questions qui sont hyper importantes et moi, je fais toujours plein de devis pour essayer de gagner le maximum d'efficacité sur un leasing, sur un crédit, etc. Donc ça, c'est hyper important de le préparer et demander à des gens qui connaissent. Et ne pas hésiter à faire 2 banques, 3 banques. C'est un peu comme les crédits immobiliers. Hein. Il faut aller voir une banque et puis ensuite, déjà vous avez un accord favorable, bravo à vous. Mais il faut aller voir une deuxième, une troisième. Peut-être il y en a qui vont vous dire non, il y en a qui vont vous dire oui. Puis peut-être vous allez vous dire ah ouais, cette banque-là, elle cherche mon profil, je vais pouvoir faire ça mieux. Mais ça, c'est au même titre qu'un entrepreneur, que quelqu'un qui va être par exemple salarié d'une boîte. Au fil des années, c'est peut-être des dizaines ou des centaines de milliers d'euros d'économiser. Et on se rend pas compte des faux frais qui partent dans des détails, dans des cartes SD, dans des tout petits trucs, dans des micros. T'as des budgets pas possibles des fois dans des choses où tu dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Et en fait, ça sur 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, c'est des sommes énormes qui peuvent être dans votre poche pour aller vous droguer. Par exemple, vous voyez, c'est quand même une bonne morale à la fin de cette vidéo. Les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, je dis n'importe quoi. Je vous embrasse, n'oubliez pas de vous abonner. Ça m'a fait plaisir de faire cette petite vidéo aviation qui sortait un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt les potes. Top. Ouh là là, c'est vrai, ça c'est chaud. C'est chaud de dire ça en fin de vidéo parce qu'à chaque fois je me fais strike. Allez, salut.